4. Le lendemain, le fantôme se sentit très faible, très las. Les terribles agitations des 4 dernières semaines commençaient à produire leur effet. Son système nerveux était complètement bouleversé, et il sursautait au plus léger bruit. Il garda la chambre pendant 5 jours et finit par se décider à faire une concession sur l'article de la tache de sang du parquet de la bibliothèque. Puisque la famille Otis n'en voulait pas, c'est qu'elle ne la méritait pas, c'était clair. Ces gens-là étaient évidemment situés sur un plan inférieur, matériel d'existence, et parfaitement incapables d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes sensibles. La question des apparitions de fantômes, le développement des corps astrales, était vraiment pour elle chose tout à fait étrangère, et qui n'était réellement pas à sa portée. C'était pour lui un rigoureux devoir de se montrer dans le corridor 1 fois par semaine et de bafouiller par la grande fenêtre ogivale le 1er et le 3e mercredi de chaque mois. Et il ne voyait aucun moyen honorable de se soustraire à son obligation. Il était vrai que sa vie avait été très criminelle, mais d'un autre côté, il était très consciencieux dans tout ce qui concernait le surnaturel. Aussi, les 3 samedis qui suivirent, il traversa, comme de coutume, le corridor entre minuit et 3 heures du matin, en prenant toutes les précautions possibles pour n'être ni entendu, ni vu. Il ôtait ses bottes, marchait le plus légèrement qu'il pouvait sur les vieilles planches vermoulues, s'enveloppait d'un grand manteau de velours noir, et n'oubliait pas de se servir du graisseur soleil levant pour huiler ses chaînes. Je suis tenu de reconnaître que ce ne fut qu'après maintes hésitations qu'il se décida à adopter ce dernier moyen de protection. Néanmoins, une nuit, pendant le dîner de la famille, il se glissa dans la chambre à coucher de M. Otis et déroba la fiole. Il se sentit d'abord quelque peu humilié, mais dans la suite, il fut assez raisonnable pour comprendre que cette invention méritait de grands éloges et qu'elle concourait, dans une certaine mesure, à favoriser ses plans. Néanmoins, malgré tout, il ne fut pas à l'abri des taquineries. On ne manquait jamais de tendre en travers du couloir des cordes qui le faisaient trébucher dans l'obscurité. Et une fois qu'il s'était costumé pour le rôle d'Isaac le Noir ou le chasseur du bois de Huxley, il fit une lourde chute pour avoir mis le pied sur une glissoire de planches savonnées que les jumeaux avaient bâtie depuis le seuil de la chambre aux tapisseries jusqu'en haut de l'escalier de chêne. Ce dernier affront le mit dans une telle rage qu'il résolut de faire un suprême effort pour imposer sa dignité et raffermir sa position sociale, et forma le projet de rendre visite la nuit suivante aux insolents jeunes Étoniens en son célèbre rôle de Rupert le Téméraire ou le Comte sans tête. Il ne s'était jamais montré dans ce déguisement depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis qu'il avait, par ce moyen, fait à la belle Lady Barbara Modish une telle frayeur qu'elle avait repris sa promesse de mariage au grand-père du Lord Canterville actuel et s'était enfuie à Gretna Green avec le beau Jack Castleton en jurant que pour rien au monde elle ne consentirait à s'allier à une famille qui tolérait les promenades d'un fantôme si horrible sur la terrasse au crépuscule. Le pauvre Jack fut par la suite tué en duel par Lord Canterville sur la prairie de Wandsworth, et Lady Barbara mourut de chagrin à Tunbridge Wells avant la fin de l'année, de sorte qu'à tous les points de vue, c'était un grand succès. Néanmoins, c'était, si je puis employer un terme de l'argot théâtral pour l'appliquer à l'un des mystères les plus grands du monde surnaturel, ou pour parler un langage plus scientifique, du monde supérieur de la nature, c'était une création des plus difficiles, et il lui fallut 3 bonnes heures pour terminer ses préparatifs. À la fin, tout fut prêt, et il fut très content de son travestissement.
Les grandes bottes à l'écuyère en cuir, qui étaient assorties avec le costume, étaient bien un peu trop larges pour lui, et ne put retrouver qu'un des 2 pistolets d'arçon. Mais à tout prendre, il fut très satisfait, et à 1h15, il passa à travers le badigeon et descendit vers le corridor. Quand il fut arrivé près de la pièce occupée par les jumeaux, et que j'appellerais la chambre à coucher bleue, à cause de la couleur des tentures, il trouva la porte entr'ouverte. Afin de faire une entrée sensationnelle, il la poussa avec force, mais il reçut une lourde cruche pleine d'eau qui le mouilla jusqu'aux os, et qui ne manqua son épaule que d'1 pouce ou 2. Au même moment, il perçut des éclats de rire étouffés qui venaient du grand lit à dais. Son système nerveux fut si violemment secoué qu'il rentra chez lui à toutes jambes, et le lendemain, il resta alité avec un gros rhume. La seule consolation qu'il trouva, c'est qu'il n'avait pas à porter sa tête sur lui. Sans cela, les suites auraient pu être bien plus graves. Désormais, il renonça à tout espoir de jamais épouvanter cette rude famille d'Américains, et se borna à parcourir le corridor avec des chaussons de lisière, le cou entouré d'un épais foulard, par crainte des courants d'air, et muni d'une petite arquebuse pour le cas où il serait attaqué par les jumeaux. Ce fut vers le 19 septembre qu'il reçut le coup de grâce. Il était descendu par l'escalier jusque dans le grand hall, sûr que dans cet endroit, du moins, il était à l'abri des taquineries. Et il s'amusait là à faire des remarques satiriques sur les grands portraits photographiés par Sarrow, du ministre des États-Unis et de sa femme, qui avaient pris la place des portraits de famille des Canterville. Il était simplement, mais décemment vêtu, d'un long suaire parsemé de moisissures de cimetière. Il avait attaché sa mâchoire avec une bande d'étoffe jaune et portait une petite lanterne et une bêche de fossoyeur. Bref, il était travesti dans le costume de Jonas le déterré ou le voleur de cadavres de Cherstey Barn. C'était un de ses rôles les plus remarquables, et celui dont les Canterville avaient le plus de sujets de garder le souvenir, car là se trouvait la cause réelle de leur querelle avec leurs voisins, lord Rufford. Il était environ 2h15 du matin, et autant qu'il put en juger, personne ne bougeait dans la maison. Mais comme il se dirigeait à loisir du côté de la bibliothèque pour voir ce qui restait de la tache de sang, soudain, il vit bondir vers lui, d'un coin sombre, 2 silhouettes qui agitaient follement leurs bras au-dessus de leur tête et lui criaient aux oreilles « Boum !» Pris de terreur panique, ce qui était bien naturel dans la circonstance, il se précipita du côté de l'escalier. Mais il s'y trouva en face de Washington Otis, qui l'attendait armé du grand arrosoir du jardin, si bien que, cerné de tous côtés par ses ennemis, réduit presque aux abois, il s'évapora dans le grand poêle de fonte, qui, par bonheur pour lui, n'était point allumé, et il se fraya un passage jusque chez lui, à travers tuyaux et cheminées, et arriva à son domicile dans l'état terrible où l'avait mis la saleté, l'agitation et le désespoir. Depuis, on ne le revit jamais en expédition nocturne. Les jumeaux se mirent maintes fois à l'affût pour le surprendre et semèrent dans les corridors des coquilles de noix tous les soirs, au grand ennui de leurs parents et des domestiques. Mais ce fut en vain. Il était évident que son amour-propre avait été si profondément blessé qu'il ne voulait plus se montrer. En conséquence, M. Otis se remit à son grand ouvrage sur l'histoire du Parti démocratique qu'il avait commencé 3 ans auparavant. Mrs. Otis organisa un extraordinaire clam-bake qui mit tout le pays en rumeur. Les enfants s'adonnèrent au jeu de la crosse, de l'écarté, du poker et autres amusements nationaux de l'Amérique. Virginia fit des promenades à cheval par les sentiers, en compagnie du jeune duc de Cheshire, qui était venu passer à Canterville la dernière semaine de vacances.
Tout le monde supposait que le fantôme avait disparu, de sorte que M. Otis écrivit à Lord Canterville une lettre pour l'en informer, et reçut en réponse une autre lettre où celui-ci témoignait le plaisir que lui avait causé cette nouvelle et envoyait ses plus sincères félicitations à la digne femme du ministre. Mais les Otis se trompaient. Le fantôme était toujours à la maison, et bien qu'il se portât très mal, il n'était nullement disposé à en rester là. Surtout après avoir appris que, du nombre des hôtes, se trouvait le jeune duc de Cheshire, dont le grand-oncle, Lord Francis Stilton, avait une fois parié avec le colonel Carbury qu'il jouerait aux dés avec le fantôme de Canterville. Le lendemain, on l'avait trouvé gisant sur le carreau de la salle de jeu, dans un état de paralysie si complet que, malgré l'âge avancé qu'il atteignit, il ne put jamais prononcer d'autre mot que celui-ci. « Double 6 !» Cette histoire était bien connue en son temps, quoique, par égard pour les sentiments de deux familles nobles, on eût fait tout le possible pour l'étouffer, et un récit détaillé de tout ce qui la concerne se trouve dans le 3e volume des Mémoires de Lord Tuttle sur le prince régent et ses amis. Dès lors, le fantôme désirait vraiment prouver qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, avec lesquels il était d'ailleurs parent par alliance, sa cousine germaine ayant épousé en seconde noces le sieur de Bulkeley, duquel, ainsi que tout le monde le sait, les ducs de Cheshire descendent en droite ligne. En conséquence, il fit ses apprêts pour se montrer au petit amoureux de Virginia dans son fameux rôle du moine vampire, où le bénédictin saignait à blanc. C'était un spectacle si épouvantable que quand la vieille Lady Statue l'avait vu jouer, c'est-à-dire la veille du Nouvel An 1764, elle commença par pousser les cris les plus perçants, qui aboutirent à une violente attaque d'apoplexie et à son décès au bout de 3 jours, non sans qu'elle eût déshérité les Canterville et légué tout son argent à son pharmacien de Londres. Mais, au dernier moment, la terreur que lui inspiraient les jumeaux l'empêcha de quitter sa chambre, et le petit duc dormit en paix dans le grand lit à baldaquin couronné de plumes de la chambre royale, et rêva à Virginia. 5. Peu de jours après, Virginia et son amoureux aux cheveux frisés allèrent faire une promenade à cheval dans les prairies de Brockley, où elle déchira son amazone d'une manière si fâcheuse, en franchissant une haie, que quand elle revint à la maison, elle prit le parti de passer par l'escalier de derrière, afin de n'être point vue. Comme elle passait en courant devant la chambre aux tapisseries, dont la porte était ouverte, elle crut voir quelqu'un à l'intérieur. Elle pensa que c'était la femme de chambre de sa mère, car elle venait souvent travailler dans cette chambre. Elle y jeta un coup d'œil pour prier la femme de raccommoder son habit, mais, à son immense surprise, c'était le fantôme de Canterville en personne. Il était assis devant la fenêtre, contemplant l'or roussi des arbres jaunissants qui voltigeaient en l'air, les feuilles rougies qui dansaient follement tout le long de la grande avenue. Il avait la tête appuyée sur sa main, et toute son attitude révélait le découragement le plus profond. Il avait vraiment l'air si abattu, si démoli, que la petite Virginia, au lieu de céder à son premier mouvement, qui avait été de courir s'enfermer dans sa chambre, fut remplie de compassion et prit le parti d'aller le consoler. Elle avait le pas si léger, et lui, il avait la mélancolie si profonde qu'il ne s'aperçut de sa présence que quand elle lui parla. « Je suis bien fâchée pour vous, dit-elle, mais mes frères retournent à Eton demain. Alors, si vous vous conduisez bien, personne ne vous tourmentera. » « C'est absurde de me demander que je me conduise bien, » répondit-il, en regardant d'un air stupéfait la petite fillette qui s'était enhardie à lui adresser la parole. « C'est tout à fait absurde.
Il faut que je secoue mes chaînes, que je grogne par les trous de serrure, que je déambule la nuit. Si c'est là ce que vous entendez par se mal conduire, c'est ma seule raison d'être. » Ce n'est pas du tout une raison d'être, et vous avez été bien méchant, savez-vous? Mrs. Umney nous a dit, le jour même de notre arrivée, que vous avez tué votre femme. « Oui, j'en conviens, » répondit étourdiment le fantôme. « Mais c'était une affaire de famille, et cela ne regardait personne. » « C'est bien mal de tuer n'importe qui, » dit Virginia, qui avait parfois un joli petit air de gravité puritaine, légué par quelque ancêtre venu de la Nouvelle-Angleterre. « Oh, je ne puis souffrir la sévérité à bon compte de la morale abstraite. Ma femme était fort laide. Jamais elle n'en pesait convenablement mes manchettes. Elle n'entendait rien à la cuisine. Tenez, un jour, j'avais tué un superbe mâle dans les bois de Hogley, un beau cerf de 2 ans. Vous ne devineriez jamais comment elle me le servit. Mais n'en parlons plus. C'est une affaire finie maintenant, et je trouve que ce n'était pas très bien de la part de ses frères de me faire mourir de faim, bien que je l'ai tué. »« Vous faire mourir de faim? Oh, monsieur le fantôme, monsieur Simon, veux-je dire, est-ce que vous avez faim? J'ai un sandwich dans ma cassette, cela vous plairait-il? » »« Non, merci. Je ne mange plus maintenant, mais c'est tout de même très bon de votre part. Et vous êtes bien plus gentil que le reste de votre horrible, rude et vulgaire, malhonnête famille. » »« Assez !» s'écria Virginia en frappant du pied. « C'est vous qui êtes rude et horrible et vulgaire. Quant à la malhonnêteté, vous savez bien que vous m'avez volé mes couleurs dans ma boîte pour renouveler cette ridicule tache de sang dans la bibliothèque. Vous avez commencé par me prendre tous mes rouges, y compris le vermillon, de sorte qu'il m'est impossible de faire des couchers de soleil. Puis vous avez pris le vert émeraude et le jaune de chrome. Finalement, il ne me reste plus que de l'indigo et du blanc de Chine. Je n'ai pu faire depuis que des clairs de lune, qui font toujours de la peine à regarder et qui ne sont pas du tout commodes à colorier. Je n'ai jamais rien dit de vous, quoique j'ai été bien ennuyé. Et tout cela, c'était parfaitement ridicule. Est-ce qu'on n'a jamais vu du sang vert émeraude ? » »« Voyons, » dit le fantôme, non sans douceur, « qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est chose très difficile, par le temps qui court, de se procurer du vrai sang. Et puisque votre frère a commencé avec son détacheur incomparable, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas employé vos couleurs à résister. Quant à la nuance, c'est une affaire de goût. Ainsi, par exemple, les Canterville ont le sang bleu, le sang le plus bleu qu'il y ait en Angleterre. Mais je sais que vous autres Américains, vous ne faites aucun cas de ces choses-là. »« Vous n'en savez rien ? Et ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'émigrer. Cela vous formera l'esprit. Mon père se fera un plaisir de vous donner un passage gratuit. Et bien qu'il y ait des droits d'entrée fort élevés sur les esprits de toutes sortes, on ne fera pas de difficulté à la douane. Tous les employés sont des démocrates. Une fois à New York, vous pouvez compter sur un grand succès. Je connais des quantités de gens qui donneraient 100 000 $ pour avoir un grand-père et qui donneraient beaucoup plus pour avoir un fantôme de famille. »« Je crois que je ne me plairais pas beaucoup en Amérique. »« C'est sans doute parce que nous n'avons pas de ruines ni de curiosités, » dit narquoisement Virginia. « Pas de ruines? Pas de curiosité ?» répondit le fantôme. « Vous avez votre marine et vos manières. » Bonsoir. Je vais demander à papa de faire accorder aux jumeaux une semaine supplémentaire de vacances. »« Je vous en prie, Miss Virginia, ne vous en allez pas, » s'écria-t-il. « Je suis si seul, si malheureux, et je ne sais vraiment plus que faire. Je voudrais aller me coucher, je ne le puis pas. »« Mais c'est absurde. Vous n'avez qu'à vous mettre au lit et à éteindre la bougie. C'est parfois très difficile de rester éveillé, surtout à l'église. Mais ça n'est pas difficile du tout de dormir. Tenez, les bébés savent très bien dormir.
Cependant, ils ne sont pas des plus malins. « Voilà 300 ans que je n'ai pas dormi, » dit-il tristement. Ce qui fit que Virginia ouvrit tout grand ses beaux yeux bleus, tout étonnée. « Voilà 300 ans que je n'ai pas dormi. Aussi suis-je bien fatigué. » Virginia prit un air tout à fait grave, et ses fines lèvres s'agitèrent comme des pétales de rose. Elle s'approcha, s'agenouilla à côté de lui, et considéra la figure vieillie et ridée du fantôme. « Pauvre, pauvre fantôme, dit-elle à demi-voix. N'y a-t-il pas un endroit où vous pourriez dormir ? » Bien loin, au-delà des bois de pin, répondit-il d'une voix basse et rêveuse. Il y a un petit jardin. Là, l'herbe pousse haute et drue. Là se voient les grandes étoiles blanches de la ciguë. Là, le rossignol chante toute la nuit. Toute la nuit, il chante, et la lune de cristal glacé regarde par là. Élieuse étend ses bras de géant au-dessus des dormeurs. Les yeux de Virginia furent troublés par les larmes, et elle se cacha la figure dans les mains. « Vous voulez parler du jardin de la mort » murmura-t-elle. « Oui, de la mort. Cela doit être si beau. Se reposer dans la molle terre brune, pendant que les herbes se balancent au-dessus de votre tête, et écouter le silence. N'avoir pas d'hier, pas de lendemain. Oublier le temps, oublier la vie, être dans la paix. Vous pouvez m'y aider, vous pouvez m'ouvrir toutes grandes les portes de la mort, car l'amour vous accompagne toujours, et l'amour est plus fort que la mort. » Virginia trembla. Un frisson glacé la parcourut, et pendant quelques instants régna le silence. Il lui semblait qu'elle était dans un rêve terrible. Alors le fantôme reprit la parole d'une voix qui résonnait comme les soupirs du vent. « Avez-vous jamais lu la vieille prophétie sur les vitraux de la bibliothèque ?»« Oh, souvent !» s'écria la fillette en levant les yeux. « Je la connais très bien. Elle est peinte en curieuses lettres dorées, et elle est difficile à lire. Il n'y a que 6 vers. Lorsqu'une jeune fille blonde saura amener sur les lèvres du pécheur une prière, quand l'amandier stérile portera des fruits, et qu'une enfant laissera couler ses pleurs, alors toute la maison retrouvera le calme, et la paix rentrera dans Canterville. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. » « Cela signifie que vous devez pleurer avec moi sur mes péchés, parce que moi, je n'ai pas de larmes, que vous devez prier avec moi pour mon âme, parce que je n'ai point de foi. Et alors, si vous avez toujours été douce, bonne et tendre, l'ange de la mort prendra pitié de moi. Vous verrez des êtres terribles dans les ténèbres, et des voix funestes murmureront à vos oreilles. Mais ils ne pourront vous faire aucun mal, car, contre la pureté d'une jeune enfant, les puissances de l'enfer ne sauraient prévaloir. » Virginia ne répondit pas, et le fantôme se tordit les mains dans la violence de son désespoir, tout en regardant la tête blonde qui se penchait. Soudain, elle se redressa, très pâle, une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, dit-elle d'une voix ferme, et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège, en poussant un faible cri de joie, prit la tête blonde entre ses mains, avec une grâce qui rappelait le temps jadis, et la baisa. Ses doigts étaient froids comme de la glace, et ses lèvres brûlantes comme du feu. Mais Virginia ne faiblit pas, et il lui fit traverser la chambre sombre. Sur la tapisserie d'un verre fané étaient brodés de petits chasseurs. Ils soufflaient dans leur corps orné de franges, et de leurs mains mignonnes, ils lui faisaient signe de reculer. « Reviens sur tes pas, petite Virginia !»
Va-t'en, va-t'en » criait-il. Mais le fantôme ne lui serrait que plus fort la main, et elle ferma les yeux pour ne pas les voir. D'horribles animaux à queue de lézard, aux gros yeux saillants, clignotèrent aux angles de la cheminée sculptée, et lui dirent à voix basse « Prends garde, petite Virginia, prends garde, nous pourrons bien ne plus te revoir. » Mais le fantôme ne fit que hâter le pas, et Virginia n'écouta rien. Quand ils furent au bout de la pièce, il s'arrêta et murmura quelques mots qu'elle ne comprit pas. Elle rouvrit les yeux et vit le mur se dissiper lentement comme un brouillard, et devant elle s'ouvrit une noire caverne. Un âpre vent glacé les enveloppa, et elle sentit qu'on tirait sur ses vêtements. « Vite, vite » cria le fantôme, « ou il sera trop tard !» Et au même instant, la muraille se referma derrière eux, et la chambre aux tapisseries resta vide.